Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver dans Passerelle. Ouvert, curieux, engagé, Marc Elmeyer est de ceux qui s'intéressent autant à la technique et la science que la spiritualité. Fondateur d'EcoDev, boîte informatique qui travaille sur des projets liés au développement durable, pour lui l'essentiel c'est de vivre intelligemment, sans gaspillage et de partager son humanité avec d'autres. On se déplace beaucoup à vélo. Le développement durable, pour nous, c'est pas juste un slogan, c'est une philosophie. Et que dans cette philosophie, la dimension de la mobilité est importante. La mobilité douce, c'est au fond déplacement à pied, déplacement en vélo, trottinette, transport public. Elle s'oppose un peu au déplacement individuel en voiture. Depuis l'école secondaire, je me déplace en vélo, donc c'est déjà une expérience de vie. En plus de se faire du bien, en fait, on se rend compte que le nombre de fois où on est coincé parce qu'il fait mauvais temps ou par exemple, est relativement limité. Les excuses que certaines personnes prennent en disant « j'ai pas envie de prendre le vélo parce que je suis arrivé transpirant au travail », là, il suffit de prendre un vélo électrique, par exemple, ou de ne pas pédaler comme un forcené. EcoDev, c'est une petite société, 5 membres fondateurs, 7 associés actuellement. Un mélange entre développement informatique et travail sur le terrain dans le domaine du développement, de l'aide au développement. L'informatique, pour moi, est un outil au service du développement. C'est un pôle qui a pris beaucoup d'importance et dont Sylvain est un petit peu la cheville ouvrière. Vous êtes aussi mis à la mobilité douce ? Oui, c'est vrai, j'utilise à la fois les transports publics et en complément, j'ai un scooter électrique pour la belle saison, qui est un chouette moyen de déplacement urbain, silencieux, qui ne pollue pas. C'est un peu la philosophie de la boîte ? Ouais, je crois qu'on est un peu tous en mobilité douce. Il y en a un qui est en trottinette. Et ce scooter, alors, il est assez exceptionnel ? J'en suis très content, donc il a 4000 km au compteur. Il va à 50 km/h, je peux me déplacer sur le littoral, ça grimpe bien. Au niveau technique, il y a des batteries au silicium qui ont une bonne autonomie, qui se rechargent en 1 heure, on va faire des courses. Et puis la ville de Neuchâtel met à disposition des prises électriques en libre service, donc je pense qu'il y a une incitation. En complément du vélo électrique, les scooters électriques, ça va se vendre de plus en plus ces prochaines années pour remplacer la voiture. Sans utiliser d'énergie nucléaire, la consommation d'un véhicule comme ça, c'est 4 kWh par 100 km, ça représente 4 décilitres d'essence en équivalent énergétique, donc c'est très économe. Je crois qu'il y a une volonté d'être cohérent. On cherche en fait à pratiquer ce à quoi on croit. C'est aussi une façon de démontrer que ça marche. Ce n'est pas juste de la théorie. Je pense qu'il y a aussi une certaine urgence. On a autour de nous des scientifiques qui ont démontré que nous devons changer rapidement. Les échéances sont courtes, ils nous donnent entre 10 et 20 ans. Puis votre boîte, elle marche ? Vous avez des clients, des gens qui sont sensibilisés à votre démarche ? En fait, c'est assez intéressant. On ne fait aucune publicité. On n'a pas de commercial qui essaie de faire du démarchage. Les clients viennent à nous parce que justement on partage des valeurs semblables aux leurs. Et en fait, on a largement assez de travail, même maintenant, dans cette période de crise. Est-ce que ce n'est pas un peu une légende que la technique pourra nous sauver ? L'histoire nous montre clairement que autant la science a apporté de très bonnes choses, elle est importante, autant elle a apporté des choses assez terrifiantes. Je veux dire, je pense à l'arme nucléaire, par exemple. Donc un usage responsable de la science est fondamental. Et pour cela, on travaille, là on commence à toucher à des questions intérieures, des questions d'éthique, des questions peut-être même spirituelles, pour lesquelles la technique à elle seule n'a pas de réponse. Elle n'est pas mauvaise ou bonne en elle-même, c'est l'usage qu'on en fait. Et nous, on essaie d'en faire un usage responsable, notamment au niveau informatique. Par exemple, on a un petit serveur de développement qu'on pourra voir juste après. C'est un petit Mac mini qui consomme 20 watts. Par rapport à une tour qui consomme 150 watts, c'est quand même pas inintéressant du tout. Notre petit serveur, donc très économe, qui consomme au repos 20 watts, en activité un petit peu plus, mais qui en fait s'avère être amplement suffisant pour nos besoins. On a pourtant pas mal de données.
On stocke d'ailleurs les données ici sur un gros disque dur d'1 terabyte. Pourquoi c'est innovant ce que vous faites là? C'est simplement de dire que pour les besoins qu'on a, on n'a pas besoin de prendre des appareils surdimensionnés. En l'occurrence, une petite machine comme ça est amplement suffisante et donc il n'y a pas de raison de prendre une machine beaucoup plus gourmande sur le plan énergétique. Alors, c'est évident, c'est des petits gestes, mais je suis convaincu que le plus important, c'est un changement d'attitude. Et ce changement d'attitude passe par le fait de se rendre compte que même dans des petits gestes, il est possible de faire quelque chose. Par exemple, ici à l'intérieur, on est obligé d'allumer avec des néons une partie de l'année parce que les locaux ne sont pas très lumineux. Et on a recherché des solutions pour voir s'il y avait moyen de capter la lumière du soleil et de l'amener ici dedans. Et on a découvert des solutions avec de la fibre optique, alors évidemment assez chère encore, mais des solutions existent. Et les explorer, essayer de les démocratiser, c'est une passion, hein, comme beaucoup de choses. Lorsqu'on se pique au jeu, on a envie d'aller plus loin. Deux, trois exemples pour montrer l'importance qu'on attache à la dimension du recyclage. C'est finalement un petit geste qui est à la portée de tout le monde. Là, en l'occurrence, on récupère lorsqu'il y a des fax non voulus qu'on reçoit ou des tirages qui ne sont pas utiles, donc papier brouillon. On récupère aussi des CD. On récupère aussi, évidemment, ici en dessous, le papier, le carton. On essaie de faire aussi attention au papier qu'on prend, en l'occurrence pour du papier avec un label FSC, qui est produit à partir de forêts qui sont gérées de façon durable. Donc pour nous, c'est un truc important, quelque chose d'important. La photocopieuse, c'est une photocopieuse finalement assez standard. L'intérêt ici, c'est qu'on a 4 raisons sociales et on a décidé justement de partager des ressources ensemble. Donc on est tous branchés sur le même réseau et on partage cette même machine. Le développement durable, ça peut être un business. D'ailleurs, je crois que beaucoup d'entreprises ont compris les enjeux et utilisent ce genre de slogan. Pour nous, c'est une philosophie d'abord. Et ça se concrétise justement par ces petits gestes qui, à mon avis, si tout le monde s'y mettait, font pas mal de différence. Un exemple ici, on a installé dernièrement chez un client du matériel avec notamment des disques durs externes. Et puis dans les emballages, en fait, il y a des prises qui, évidemment ici en Suisse, ne sont pas très utiles. Alors on pourrait soit jeter le tout à la poubelle. Là, en l'occurrence, je vais mettre ces câbles de côté et on va donner ces alimentations électriques à quelqu'un qui récupère le cuivre. Je vous ai emmené ici dans ce quartier proche de la gare, quartier Ecopark, le berceau de l'association Ecopark, dont Alain a été le responsable jusqu'à la fin de l'année passée. Ce quartier m'inspire de différentes façons. La première, c'est que déjà il est tout proche de la gare, donc forme de mobilité douce. On est entouré de bâtiments dont une bonne partie sont minergie, c'est-à-dire efficients sur le plan énergétique. Sinon, il y a un mélange intéressant de bâtiments. On a juste ici à côté le bâtiment de l'OFS, donc un bâtiment de l'administration. On a ici derrière une école avec une dimension culturelle forte, au travers notamment du conservatoire, et juste à côté du logement. Donc une mixité que je trouve très intéressante et qui me semble importante de développer à l'avenir. Au niveau du bâtiment de l'OFS, là, la citerne, elle est déjà où là ? Elle est ici sous ces pylônes, donc l'eau est collectée sur le toit, directement amenée là, et ce n'est pas une eau qui est redistribuée dans les WC, c'est une eau qui est vraiment stockée tout l'été, qui prend de la chaleur et qui est redistribuée pendant l'hiver pour couvrir à peu près le 50% du besoin chaleur du bâtiment, le reste étant complété par un chauffage à gaz. 2 projets sur lesquels nous avons travaillé avec ma société Ecodev, avec Alain. Le premier, c'est le guide Use It, dont l'idée est d'aider les habitants de ce quartier et les personnes qui y travaillent aussi à devenir un peu plus éco-citoyens, notamment en leur donnant toutes sortes d'informations relatives à la façon de gérer les déchets, à la place de se déplacer trop loin pour faire ses commissions, savoir qu'il y a plein de petits commerces dans le quartier qui permettent de faire une bonne partie des achats dont on a besoin au quotidien. Et le deuxième projet, c'est une application web, donc un programme qui utilise un navigateur Internet et qui permet aux entreprises
de s'auto-évaluer sur des critères du développement durable. Alain, vous êtes au fond le père de ce projet d'auto-évaluation pour les entreprises. Je crois que c'est difficile, je crois autant pour Marc que pour moi, de concevoir autant nos vies personnelles que nos vies professionnelles dans une autre direction, que d'intégrer au maximum le développement durable aux pratiques quotidiennes. Alors on essaye effectivement de le faire dans nos modestes vies privées, mais c'est des fois plus complexe de persuader des collectivités publiques, des entreprises de le faire également. Je vais peut-être profiter d'aborder un thème qui est assez délicat, qui est le thème de la décroissance, où l'on met l'accent plutôt sur l'être que l'avoir. Personnellement, je l'associerais à une forme d'autolimitation volontaire. L'expérience que j'ai, chez nous on vit dans un appartement 3 pièces et demi, on est à 4, donc 2 enfants et ma femme. Donc on a un espace relativement restreint qui nous oblige à être assez efficace au niveau de ce qu'on a. Et on fait régulièrement un travail de purge, de nettoyage, de façon à ce qu'au fond on ne soit pas enseveli sous des objets, mais que les objets soient véritablement à notre service. Puisqu'on a le rendez-vous le 15 septembre, on peut encore en parler à ce moment-là. Tout à fait. Ouais. Ok, ouais, ces points-là, ouais. Présentation du réseau. Et puis il y a ça, puis il y aura une chose importante que Thérèse est en train de lancer, c'est de prendre en charge les enfants. Oui. Maintenant, au niveau des différents temps, donc j'imagine qu'il y a chaque fois quelqu'un qui va présider ces différents moments pour le repas. C'est qui On est chez Jean-Claude et Thérèse Schwab. Donc Jean-Claude était l'ancien pasteur de l'église réformée à Saint-Blaise. Donc je l'ai eu comme pasteur lors de mon catéchisme. Son épouse Thérèse, qui est potière. Et il y a environ 5 ans de ça, Thérèse a lancé un cri du cœur face aux dégradations environnementales, à des injustices sociales, avec ce désir de vouloir, ensemble, avec des gens qu'elle connaissait, faire un peu de chemin et allier la dimension spirituelle à une préoccupation environnementale et sociale. Thérèse a lancé ce cri du cœur et on a créé le réseau Solidarité, dont le motto est « se ressourcer spirituellement, penser globalement, agir localement ». En fait, ce cri du cœur, il sortait d'un malaise personnel que j'avais par rapport à l'environnement qui se dégradait et puis aussi à la situation d'injustice, les inégalités avec les pays du Sud, puisqu'on a vécu en Afrique et puis ça me touchait. Et en même temps, je me sentais... j'avais beaucoup de peine à aller à pied, à prendre mon vélo, à laisser ma voiture au garage. Et puis je sentais qu'il fallait une solidarité, de sentir que d'autres personnes avec moi avaient envie de relever ce défi et puis de changer quelque chose de concret dans leur vie. Nous sommes d'abord, face à l'évolution de notre monde, en risque de tomber dans la déprime. Si on veut vraiment ouvrir les yeux, regarder ce qui se passe. Je ne me sens pas optimiste de nature, mais j'aurais plutôt envie de fuir ces problèmes si je n'ai pas des lieux d'ancrage, de solidarité et d'espérance pour les affronter. Je crois qu'on peut dire que depuis le moment où on a commencé à se parler les uns aux autres de ces besoins dans le monde autour de nous, on a retrouvé de l'énergie pour dire on n'est pas tout seul, on peut faire quelque chose, s'informer sur ces choses sans commencer par dire on n'y peut rien, on est fichu, ça vaut plus la peine. Il y a une belle phrase de Guibault qui dit « Nous n'avons pas de tâche plus urgente après avoir désigné les périls que de désigner l'espérance ». Dans les 5 années que j'ai passées comme délégué du CICR, j'ai vu suffisamment d'atrocités pour me rendre compte que la plupart des gens cherchent à vivre sereinement, en bonne intelligence et en bonne harmonie. C'est une minorité souvent qui est source de troubles. Notre espérance, elle réside surtout en Dieu et dans sa capacité d'action transformatrice à la fois dans l'environnement mais aussi au cœur des hommes. De croire que l'homme peut changer et qu'il est au fond nécessaire que ce changement s'opère pour que notre action se fasse vraiment de façon intelligente. Moi, ce que je peux voir, c'est que dans la vie de plusieurs, dont en particulier Marc, dans sa vie, mais aussi dans sa profession,
Je trouve que tout en étant actif et hyper là dans son agenda, il y a toujours de l'espace. Pour retourner à soi, retourner à ses fondements, aux énergies profondes, et puis trouver toujours à nouveau la direction et l'énergie pour faire ce qu'on veut vraiment faire, et pas simplement répondre à l'urgent et continuellement. Pour rebondir par rapport à ce que Jean-Claude vient de dire, le fait de se centrer, de se recentrer me paraît fondamental. Les réunions qu'on a avec l'équipe du noyau du réseau Solidarité sont de tel temps. Un week-end de marche et méditation, une retraite, par exemple avec les sœurs catholiques au Cénacle, sont autant de lieux où je peux puiser à l'essentiel. Et je me rends compte que dans le quotidien, avec toutes les sollicitations qu'on a, on est très vite excentré, au fond, éparpillé sur des choses pas forcément secondaires, mais pas fondamentales. Alors ici, nous sommes à Saint-Blaise. J'ai tenu à vous y amener parce que c'est là que j'ai grandi. J'ai passé toute ma scolarité d'école primaire. J'ai vécu aussi beaucoup de choses, notamment dans le cadre du groupe de jeunes. C'est aussi là que j'ai fait mon catéchisme, que j'avais Jean-Claude Schwab comme pasteur. Et ce qui m'a interpellé chez lui, et c'est ça qui m'a touché, c'est le fait qu'il croyait, il avait cette espérance en lui, malgré le fait qu'il n'avait pas des réponses à tout, notamment ces grandes questions sur le mal, pourquoi la guerre. Qu'est-ce qui vous touche dans le fait de ne pas avoir de réponse ? C'est le fait que la foi ne nécessite pas qu'on ait réponse à tout avant de croire. C'est au fond un acte de foi, se lancer dans le vide, s'engager dans quelque chose, dans un chemin, même si on n'a pas des certitudes sur toutes les réalités de ce monde. Mais qu'est-ce que ce Dieu qui au fond, est un Dieu qui tolère la souffrance ? C'est une question qui n'est pas facile. Je n'ai pas forcément de bonne réponse à cette question. On est dans un monde qui est en création, qui n'est pas encore parfait. Un monde qui a été entaché aussi par une séparation de l'homme par rapport à Dieu. Et la souffrance que nous vivons et que nous expérimentons autour de nous, elle est aussi en lien avec cette rupture que nous avons, et nous et la création, d'avec le Créateur. Si vous deviez qualifier votre foi ? La foi est une ferme espérance qui est née d'une expérience intérieure, une façon de jouir de la création, de l'admirer, de voir au travers d'elle la main du Créateur. C'est aussi au travers des rencontres avec d'autres gens, voir derrière eux aussi une créature du Christ, une créature de Dieu, à aimer, aimante, et qui me donne l'envie d'aller vers l'autre. Ce n'est pas juste une révélation, ce n'est pas des moments vécus lors de moments de prière qui seraient déconnectés de la réalité. C'est au fond une présence quotidienne. C'est le Christ qui chemine à nos côtés, à mes côtés, dans mes gestes quotidiens, évidemment pour autant que j'y sois attentif, ouvert. Ça vous vient d'où, ce côté un peu humain, cœur avant tout ? Je suis le fruit de mon éducation, de mes parents, des gens que j'ai côtoyés, des expériences que j'ai vécues. Mes parents, pendant des années, ont passablement voyagé, partaient juste les deux pendant 2 semaines. On reste avec nos grands-parents ou des amis. Partaient en Afrique, en Asie, en Amérique latine, et ils nous ont rapporté à la fois des images et des objets de ces endroits différents qui m'ont donné aussi le goût de la rencontre de l'autre, qui a aussi quelque part rendu la planète plus proche, un peu plus, comme on dit, un petit village, où malgré nos différences de teinte de peau, nous sommes tous semblables, fondamentalement. Pour moi, l'avenir se joue dans le fait de faire du chemin ensemble, de construire ensemble l'avenir que nous voulons atteindre, celui que nous voulons créer. Je pense que ce qui est très important dans ce qu'on vit, c'est pas juste le but, c'est aussi tout le chemin que l'on parcourt ensemble. Et c'est ça qui fait notre vie ici sur Terre, qui nous fait hommes probablement aussi.